Proust pour tous, une version abrégée de À la recherche du temps perdu. Nous sommes dans Combray et c'est le 4e extrait. Et cependant, Léonie préférait les potins d'Eulalie à la culture de monsieur le curé. À chacune de ses visites, véritable chronique des événements du dimanche matin, ma tante, qui était très généreuse, glissait une pièce dans la main d'Eulalie, avec une discrétion qui faisait enrager Françoise. Celle-ci, incapable de discerner le montant du don, imaginait les sommes folles qu'Eulalie, à force de visites à sa maîtresse, n'avait pas manqué de scandaleusement accumuler. Et Françoise, qui, si elle avait été chargée des finances, aurait été très économe pour sa patronne, haïssait Eulalie, qu'elle considérait comme une inférieure qui, non contente d'exploiter sa maîtresse, ne lui manifestait pas à elle, Françoise, assez de respect. Ainsi vivait ma tante, dans ce qu'elle nommait son petit train-train, respecté par tout le monde dans le village, et qui était rarement interrompu, comme cette année où la fille de cuisine, la Charité de Giotto, accoucha dans des douleurs pitoyables. Était inclus dans ce train-train le déjeuner du samedi, servi chez ma tante 1 heure plus tôt que le reste de la semaine. Ce déjeuner précoce était devenu une institution, source d'innombrables plaisanteries, de remarques de connivence entre ceux qui savaient et les malheureux qui n'étaient pas au courant de cette cocasse habitude. En mai, nous allions le samedi, après dîner, au Mois de Marie, à l'église toute fleurie d'aubépines qui m'enchantait. Nous y rencontrions souvent M. Vinteuil, vieux professeur de piano retiré à Combray d'une grande rigidité morale. Il avait cessé de venir à la maison de peur de rencontrer Swann, dont il réprouvait le mariage déplacé. Ma mère, ayant appris qu'il composait, lui demanda à plusieurs occasions, et par pure amabilité, lors de visites que nous lui rendions à sa maison de Montjouvin, de jouer une de ses œuvres, ce qu'il ne fit jamais, de peur de l'ennuyer. Toute sa passion se portait sur sa fille, une enfant à la fois rude et délicate, qui n'avait plus sa mère et pour laquelle il avait toutes les attentions. Ma tante Léonie se contentait de la monotonie de ces jours sans histoire, qu'elle égayait d'innombrables jeux de patience. Elle se distrayait aussi en imaginant les exactions de Françoise, qu'elle guettait tout le jour à la recherche du moindre indice, preuve de la trahison de sa servante, censée la voler sans vergogne. Elle était devenue, dans ce jeu cruel engendré par l'oisiveté, le chasseur, et Françoise son gibier, semblable à une courtisane à l'affût du moindre caprice du roi Soleil. Un dimanche, où nous étions montés dire bonsoir à ma tante, mon père raconta un incident du jour même. Monsieur Legrandin, rencontré marchant avec une châtelaine des environs, avait à peine salué mes parents. Tout le monde pensa que mon père se faisait des idées, d'autant que Legrandin, le lendemain, aussi lyrique que d'habitude, fut très aimable avec moi. Ce dimanche soir, passant par la cuisine, je fus témoin d'une scène très pénible. À côté de la Charité de Giotto, mal remise de ses couches, épluchant ses asperges, Françoise tuait un poulet qui se débattait furieusement au cri de « Sale bête !» Je découvris ainsi tout le côté cruel de cette fidèle employée. Cruel pour la pauvre bête aussi bien que pour ses inférieures, telles que les filles de cuisine. Furieux d'abord, je me ravisai bien vite, car qui saurait cuisiner pour nous aussi bien que cette sans-cœur ? Je me fis la réflexion que c'était un calcul identique qu'avait dû faire Léonie. Peu de temps après, un nouvel incident nous confirma, hélas, l'impression fugace que mon père avait eue de M. Legrandin. Après la messe, près de l'église, nous surprîmes notre voisin, présenté un gros propriétaire terrien, avec une femme agissant d'une façon que nous ne lui connaissions pas, obséquieux, dégoulinant de zèle et d'amabilité. Un instant plus tard, nous croisâmes près de l'église Legrandin qui venait en sens inverse,
conduisant la même dame à sa voiture. Il passa contre nous, ne s'interrompit pas de parler à sa voisine, et nous fit du coin de son œil bleu un petit signe, en quelque sorte intérieur aux paupières, et qui, n'intéressant pas les muscles de son visage, put passer parfaitement inaperçu de son interlocutrice. Mais, cherchant à compenser par l'intensité du sentiment le champ un peu étroit où il en circonscrivait l'expression, dans ce coin d'azur qui nous était affecté, il fit pétiller tout l'entrain de la bonne grâce qui dépassa l'enjouement, frisa la malice. Il subtilisa les finesses de l'amabilité jusqu'au clignement de la connivence, au demi-mot, au sous-entendu, au mystère de la complicité. Et finalement, exalta les assurances d'amitié jusqu'aux protestations de tendresse, jusqu'à la déclaration d'amour, illuminant alors, pour nous seuls, d'une langueur secrète et invisible à la châtelaine, une prunelle énamourée dans un visage de glace. Cependant, une invitation qu'il m'avait faite à dîner tenait toujours, et mes parents se demandaient encore à quoi s'en tenir sur leur ami. Lors de ce dîner, j'interrogeai innocemment M. Legrandin pour savoir s'il connaissait les châtelaines de Guermantes. Sa réponse pleine de circonvolutions à une question si simple, son assurance qu'il refusait de se mêler à ces gens-là, par un réflexe de vieil ours dégoûté du monde, tout cela me donna la preuve finale que Legrandin, brillant causeur cultivé, avait une face cachée, un vice douloureux. C'était un snob. Vision confirmée lorsque mon père, à la faveur d'une promenade au bord de la Vivonne, tomba sur son voisin qui mentionna, en l'une de ses envolées épiques, le nom de la ville de Balbec, en Normandie. Mon père lui demanda à brûle-pourpoint s'il y avait des amis. Ma grand-mère et moi-même, allant passer l'été suivant dans cette station balnéaire, nous pourrions avoir besoin d'un contact local. En fait, mon père savait déjà que la sœur de Legrandin y avait épousé un hobereau du coin, M. de Cambremer. Une pirouette de rhétorique, un vague artistique furent la réponse de Legrandin, malgré les coups répétés de mon père à différentes reprises. Legrandin ne lâcha pas, il ne nous offrit pas de lettre d'introduction. À Combray, en sortant de chez ma tante Léonie, il y avait deux sortes de promenades. Le côté de Méséglise, appelé aussi le côté de chez Swann, où il avait sa propriété, et le côté de Guermantes, plus lointain et inaccessible. Et, pendant toute ma jeunesse, les deux côtés, jamais le but d'une même promenade, se constituèrent en mon esprit comme deux entités totalement séparées. En me promenant en famille, parmi les lilas et les aubépines que je chérissais tant, devant le domaine de M. Swann à Tansonville, un jour où mes parents pensaient que les Swann n'y seraient pas, car ils évitaient l'endroit depuis le mariage de leur ami, je tombai sur une fillette d'un blond roux aux yeux noirs qui me regarda avec mépris. C'est alors que sa mère, accompagnée d'un homme en coutil, qui fixa sur moi ses yeux qui lui sortaient de la tête, et que mon père identifia comme Charlus l'appela. « Gilberte !» Et je me mis à l'aimer sur-le-champ, d'un amour impossible. À notre retour, mon grand-père, pour distraire Léonie, lui raconta notre balade à Tansonville qu'elle aimait beaucoup, et qu'elle espérait vaguement, sans trop y croire, revisiter lorsqu'elle aurait retrouvé assez de force. J'en profitai pour poser des questions à mes parents au sujet de cette propriété et ses habitants, dans le seul but de leur faire dire le nom Swann, qui m'était soudain devenu sacré. Cette année-là, quand un peu plus tôt que d'habitude, mes parents eurent fixé le jour de rentrer à Paris, le matin du départ, comme on m'avait fait friser pour être photographié, coiffer avec précaution un chapeau que je n'avais encore jamais mis, et revêtir une douillette de velours, après m'avoir cherché partout, ma mère me trouva en larmes dans le petit raidillon contigu à Tansonville, en train de dire adieu aux aubépines, entourant de mes bras les branches piquantes.
et, comme une princesse de tragédie à qui pèseraient ses vains ornements, ingrat envers l'importune main qui, en formant tous ses nœuds, avait pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux, foulant aux pieds mes papillotes arrachées et mon chapeau neuf. Ma mère ne fut pas touchée par mes larmes, mais elle ne put retenir un cri à la vue de la coiffe défoncée et de la douillette perdue. Je ne l'entendis pas. Oh, mes pauvres petites aubépines, disais-je en pleurant, ce n'est pas vous qui voudriez me faire du chagrin, me forcer à partir. Vous, vous ne m'avez jamais fait de peine. Aussi je vous aimerai toujours. Et, essuyant mes larmes, je leur promettais, quand je serais grand, de ne pas imiter la vie insensée des autres hommes, et même à Paris, les jours de printemps, au lieu d'aller faire des visites et écouter des niaiseries, de partir dans la campagne voir les premières aubépines.